puisque c'est votre rapport. Ben, moi, je dirais d'abord que j'ai lu attentivement votre texte hier au sujet de cette affaire d'accommodement au Cégep Saint-Laurent et je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites. Nous avons exactement la même vision des choses. Et je profitais de l'occasion pour vous rappeler que dans le rapport, puisque nous en parlons, nous avons proposé que le port du niqab et de la burqa soit interdit dans les milieux scolaires parce que c'est contraire à l'exercice pédagogique. Et nous avons également suggéré que le port de ces vêtements soit interdit chez tous les agents de l'État. Oui. Est-ce que le rapport répondait, est-ce qu'il y a dans le rapport les réponses et qu'il suffirait de les appliquer, en fait? Et Ben, on n'aurait pas tous ces problèmes-là qui ressurgissent tout le temps? moi, je pense que ça fait presque 2 ans que le rapport a été déposé. C'est la première fois que j'en parle en public. Hein? Bon. Vous n'en avez pas parlé? Non, Non? non, non. Vous êtes donné un devoir de réserve? En quelque sorte, Oui. il me semble que nous avions déposé le rapport, notre travail était fait, et maintenant c'était à la société québécoise de lui donner des suites, de l'entrer dans le débat public, de l'entrer dans des programmes, des politiques, etc. Mais ce que j'ai à dire, la première chose que j'ai à dire, c'est que je suis très frappé de ce que, en rapport avec la plupart des questions qui sont soulevées, il y a des propositions de réponse dans le rapport. Là, je viens d'en citer un exemple à propos du port de la burqa et du niqab. Mais à propos, par exemple, de l'égalité homme-femme, hein, on dit que les demandes d'accommodement portent atteinte à ce droit, à cette valeur fondamentale au Québec, l'égalité homme-femme, et qu'il faudrait des balises. Bien, si vous retournez à la page 20, l'alinéa numéro 1 de notre rapport, il y a une proposition à l'effet que une demande d'accommodement qui installe la femme dans une position inférieure à l'homme est disqualifiée au départ. Mais ça n'a jamais eu de suite. Il n'y a jamais personne qui a pris le relais pour donner écho à ces propositions-là, pour en faire la promotion dans la vie quotidienne, dans les débats, auprès des institutions, auprès des gestionnaires des institutions, les formaliser un peu par la voie de déclaration, au moins, du Premier ministre ou de motion de l'Assemblée nationale, etc. Il n'y a jamais eu de suite à cela. Un autre exemple que je vous donne, après ça, je vais m'arrêter là, je suis pas venu pour Mais non, défendre. mais en même temps, peut-être que vous pouvez vous arrêter si vous y tenez, Gérard Bouchard, mais en même temps, c'est très intéressant de vous entendre dire ça, là. Puis Oui, c'est mais même nécessaire, puis vous êtes aussi une personne extrêmement bien placée pour réfléchir à ces questions-là. Mais je vais vous dire une autre chose. Justement, au sujet de cet extrait sur l'égalité homme-femme, hein, auquel le rapport donne un poids considérable. On est tout près de la hiérarchisation des droits, là. Mais moi, la seule fois où j'ai vu une référence à ça, c'est Yves Boisvert dans la presse, il y a quelques mois. Mais par exemple, j'ai vu plusieurs affirmations dans les débats publics, comme quoi le rapport n'avait rien pour l'égalité homme-femme et même infériorisait la femme. J'ai vu des textes qui disaient ça. Un autre énoncé, un jugement très répandu à propos du rapport, c'est que, et ça provient de porte-parole de la majorité francophone, c'est que le rapport défend les minorités, défend les droits des immigrants, et c'est très bien. Mais il n'a rien pour nous. Il ne protège pas les valeurs de la majorité francophone et de la société québécoise. Il n'y a rien dans le rapport pour ça. Alors moi, tout ce que je vais vous signaler, c'est que aussi l'idée que on ne propose pas de balises. Il n'y a pas de balises pour traiter les demandes d'accommodement. Bien, il y a tout un effort considérable dans le rapport qui vise justement à installer des balises, et notamment pour protéger les valeurs fondamentales de la société québécoise et de la francophonie québécoise. Par exemple, il y a des énoncés très explicites à l'effet qu'une demande d'accommodement doit être rejetée si elle porte atteinte à des valeurs fondamentales du Québec. Mais encore une fois, ces énoncés n'ont pas eu d'écho, ils n'ont pas été repris en charge, pris à la remorque par des institutions porteuses qui auraient pu en faire la promotion, la diffusion dans notre société. Alors, pourquoi ça ne s'est pas fait? Ben là, on pourra en reparler. Mais c'est sûr que le rapport a été victime dès le départ de charges intempestives qui l'ont tout de suite assimilé à du multiculturalisme. Hein, ça, c'est le bonhomme 7 heures du Québec. Que c'était du Trudeau, etc. Alors, à partir de là, le rapport, il y avait une grosse côte à remonter. C'est évident. Oui. Alors, moi, ce que je souhaiterais, c'est que il y a quand même un peu de poussière qui est retombée là, depuis quelques années, en tout cas depuis le dépôt du rapport. Ce que je souhaiterais, c'est qu'on en refasse une lecture de ce rapport. Il y a quand même un effort de réflexion
très intense, non seulement par Charles Taylor et moi, mais appuyé sur une grosse équipe d'analystes, une très grosse équipe de chercheurs. Après 1 an à l'écoute de tous les Québécois, ou à peu près, il y a quand même des propositions là-dedans. Et c'est pas pour rien que, assez curieusement, ce rapport fait une énorme carrière en dehors du Québec. C'est assez extraordinaire de voir, par exemple, à quel point les Européens se le sont appropriés. Je parle de l'Union européenne, du Conseil de l'Europe, c'est 47 pays, ça, en passant. Et il fait une carrière foudroyante, là, en Europe. Là. Moi, je ne fournis pas d'aller donner des conférences puis de répondre à des invitations qui me sont faites pour aller le présenter. Parce que quoi, etc. en Europe, entre autres, là, à ce à quoi vous faites allusion, ils y trouvent comme un outil de réflexion. Ils ont l'impression que vous apportez des solutions. Ils ont les mêmes problèmes que nous. Mm-hmm. Et ils croient que le rapport propose quelque chose d'original autour de l'idée de l'interculturalisme. En Europe, pour résumer très brièvement, en Europe, plusieurs ont été séduits par le multiculturalisme et en sont revenus. Ils trouvent qu'il y a un danger de fragmentation pour la cohésion sociale. Et en Europe, la thématique de la cohésion sociale, c'est une thématique qui a des résonances qu'on n'a pas ici. C'est des pays qui se sont entre-déchirés, etc. Donc, ils repoussent le multiculturalisme. Ils ne veulent pas non plus retourner à l'assimilation. C'est quand même des pays qui ont inventé les droits de la personne. Ils cherchent quelque chose entre les deux. Et quand ils ont vu ça, qu'ils sont venus ici pendant nos audiences publiques, qu'ils ont lu le rapport, ils ont eu l'idée que, tiens, c'est ça qu'on veut. Quelque chose entre deux. Au début des années 2000, il y avait eu un rapport en France qui s'appelait le rapport Stasi. Ouais. Et à 3 reprises, il citait le modèle québécois en disant, bon, au Québec, ils ont trouvé les accommodements raisonnables et on devrait peut-être se pencher là-dessus. Oui, mais ensuite, ils se sont redressés puis ils ont rejeté mais carrément. C'est parce qu'ils ont une tradition laïque extrêmement forte, institutionnalisée, que nous, on n'a pas. Disons une tradition jacobine, c'est plus précis. Mais quand le premier ministre Jean Charest a mis sur pied la commission Bouchard-Taylor, on a dit, bon, il fait ça parce qu'il veut se débarrasser du problème, il fait une commission, puis... Bon. C'est une distraction, en fait. On l'a vu un peu comme une manière de détourner l'attention. Et en effet, Taylor et moi, ça nous a beaucoup distraits. Oui. Et le fait qu'aujourd'hui, 2 ans après le dépôt du rapport, et vous avez fait, comme vous avez dit, vous avez fait le tour du Québec, vous avez écouté tout le monde et son père, et que 2 ans après le dépôt du rapport, on se retrouve avec encore les mêmes problèmes, c'est qu'à quelque part, le gouvernement Charest a pris le rapport, dit merci beaucoup, bonsoir, ils l'ont mis dans le fond d'un placard, ils ont pris 2, 3 petites recommandations, puis, et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui de façon aberrante, et encore jongler avec les mêmes problèmes, à se retrouver avec une institution comme le Cégep Saint-Laurent, s'il avait été appuyé, si on avait discuté ouvertement du rapport Bouchard-Taylor, peut-être que le Cégep aurait été capable de régler tout seul le problème. Là, ça se ramasse au bureau du ministre comme si c'était une bombe à retardement. Ouais, et on se retrouve avec les mêmes problèmes qu'avant la mise sur pied de votre commission. Il y aurait des nuances à faire sur l'idée là, que le gouvernement a tabletté le rapport parce qu'il a quand même mis en œuvre un certain nombre de recommandations. Ils ont pris des initiatives, un rapport par exemple avec l'insertion à l'emploi, avec la francisation, avec la reconnaissance des compétences. Il y a eu des choses importantes qui ont été faites de ce côté-là. Mais disons que pour les sujets les plus brûlants, ceux qui animent la discussion publique et l'émotion publique présentement, ben là, il y a du travail. Ouais. Moi, je pense que les Québécois ont besoin d'avoir des assurances que visiblement ils n'ont pas présentement. Des assurances sur la protection des valeurs fondamentales du Québec, de l'égalité homme-femme, de la séparation de l'Église et de l'État. Et quand je dis séparation de l'Église et de l'État, je veux dire la séparation institutionnelle. Que l'Église ne se mêle pas des prérogatives et des pouvoirs de l'État. Ça, quand même, ça va assez bien. Mais là, il faut faire des distinctions au niveau personnel. Il y a la séparation institutionnelle, et puis ensuite, il y a l'échelle personnelle, le droit des individus. Il faut marier ces deux choses-là. C'est ça qui n'est pas facile. Et encore une fois, moi, je crois qu'il y a moyen d'affirmer des valeurs fondamentales de façon à ce qu'elles aient énormément de poids dans l'examen des demandes d'accommodement pour préserver ces valeurs-là. Et à mon avis, ce ne serait pas très difficile. Évidemment, le cas qui est survenu hier, c'est un cas, qui a été annoncé hier, parce que c'est une affaire qui est en cours depuis un bout de temps. Oui. C'est un cas assez facile, là, où on s'est rendu à l'extrême, je dirais. Moi, je crois même que l'effort du Cégep et des enseignantes, là, pour aller dans le sens d'un effort d'accommodement est allé
peut-être un peu trop loin, déjà. À mon avis, ils auraient pu débarquer avant. Oui. Tolérer un exposé oral en classe, le dos tourné à l'audience, c'est peut-être une invention Mais c'est ça, mais tout le monde québécoise, marche ça, sur c'est une des espèce œufs. de record On international. comprend ça, mais en même temps, on comprend aussi pourquoi ils osent. Personne ose. Ouais. On n'ose même pas sans téléphoner Mais à la c'est en ce ministre. sens-là que je Oui. vous dis que les Québécois ont besoin d'assurance, et à commencer par les gestionnaires des institutions, mais cette assurance-là doit venir de plus haut. Oui. Il faudrait qu'il y ait des déclarations publiques, des textes, des motions qui établissent clairement, pas nécessairement des projets de loi, enfin des lois si nécessaire, mais c'est pas toujours nécessaire qu'il y ait des projets de loi. Il suffit qu'il y ait une prise de conscience, un consensus très fort, qu'au Québec, c'est comme ça que ça se fait. Mais la charte de la laïcité qui est demandée, là, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Entre autres par le Parti québécois. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Nous autres, à la Commission, on avait recommandé un livre blanc. Et moi, ce que je vois dans le consensus qui s'est établi sur l'idée qu'une charte de la laïcité réglerait tous les problèmes, je pense qu'il y a un petit peu d'illusion là-dedans. Quand même qu'on réunirait 50 personnes pour s'entendre sur le port des signes religieux dans les institutions publiques, on entendra les mêmes arguments, le contenu des mêmes controverses qu'on a entendues depuis longtemps. Et moi, ce que j'ai à dire là-dessus, c'est qu'une fois qu'on a fait les distinctions qui s'imposent, par exemple, d'interdire le port de la burqa et du niqab chez les agents de l'État, d'interdire le port des signes religieux chez les agents de l'État qui exercent un pouvoir de coercition, alors les juges, les forces policières, etc., une fois qu'on s'est entendu là-dessus, eh bien, à mon avis, il faut se donner un moratoire. Il faut établir un moratoire, il faut se donner un peu de temps pour réfléchir. Ce débat est entré dans une impasse. Et c'était d'ailleurs le titre du Devoir qui avait couvert un colloque qui s'est déroulé à l'UQAM en mois de janvier dernier. Le débat est dans une impasse. Et des participants à ce débat, à ce colloque, avaient convenu qu'il était impossible d'établir un consensus présentement. Alors, si on veut éviter que le débat fasse de la surchauffe, il faut le laisser de côté pendant un moment et travailler sur un terrain où on peut avancer. Et il y a quand même beaucoup de choses sur lesquelles on peut avancer. Mais là, cette jeune femme dont il est question dans cet incident du Cégep Saint-Laurent, elle porte plainte à la Commission des droits de la personne. Ça va nous amener où? Et qu'est-ce que vous en pensez de ça? De ce que ça peut générer, en fait? Il y a 3 éléments sur lesquels on pourrait se baser pour rejeter cette demande-là. Premièrement, le Cégep a vraiment tout fait, et un peu plus, si on peut dire. Deuxièmement, c'est les impératifs du processus pédagogique. À mon avis, le port de ce genre de voiles, de vêtements intégraux, sont incompatibles avec l'exercice pédagogique, qui n'est pas seulement une relation de l'élève au maître, mais qui est une relation entre les élèves elles-mêmes, en vertu de la nouvelle pédagogie que moi, je n'ai pas connue, mais qui apparemment est très importante maintenant. Et puis, moi, je vais vous dire, il y a une troisième raison, qui est assez curieuse, là, puis auquel on n'est pas très sensible, avec raison, mais quand même, c'est l'égalité homme-femme. Moi, je crois que ce comportement installe l'homme dans une situation inférieure. C'est comme si l'homme inspirait une répulsion, qui était une source de mal, d'abjection, qu'on ne peut pas le regarder. Pourquoi? Parce qu'elle a demandé aux hommes de se changer de déplacer dans la place? classe? Par exemple, de ne pas pouvoir les regarder, de se croire obligé de tourner le dos pour ne pas les voir, de demander à 3 hommes de se déplacer parce qu'elle ne peut pas les voir. Moi, à la place des 3 hommes, je serais resté assis à ma place, je peux vous le garantir. Mais ils n'ont peut-être pas osé. Là. C'est là que tout le malaise et le non-dit typique du Québec. Ils auraient dû oser, il n'y aurait pas eu de mal à ça. Au nom, encore une fois, et je vous le répète, au nom de l'égalité homme-femme. En général, ça joue dans le sens contraire, mais voilà un cas où ça joue dans l'autre sens. Mais on est loin de l'homme battu quand même. Mais moi, je sais bien, mais avouez quand même que dans ce cas-là, si par exemple, vous étiez assise à côté de moi, ils ont eu peur d'être et que vous refusiez de me xénophobes. regarder pour des raisons qui vous appartiendraient, religieuses, etc., je trouverais ça un peu bizarre. Vous m'installeriez dans une situation d'infériorité. Mais en même temps, moi, je suis d'accord avec tout ce que vous dites, mais ce qui m'apparaît quand j'entends l'anecdote racontée, c'est un abus de pouvoir aussi, de voir jusqu'où on peut... Évidemment, je ramène à l'individu, puis je ne sais pas qui elle est, mais on sent aussi, puis je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais je pousse aussi pour voir jusqu'où ils vont en faire des accommodements. Là, je l'ai ressenti comme ça, cette affaire-là, de demander aux hommes de changer de place pour ne pas les voir, les limites, de pousser là, jusqu'où la personne pouvait aller pour demander des choses. Moi, je pense qu'il faut tabler, encore une fois, sur la promotion de certains critères, de certains consensus, formalisés si nécessaire, mais
Peut-être pas non plus, c'est parce que les cas sont tellement particuliers. Il faut qu'il y ait une culture qui se développe. Et cette culture, je crois que nous sommes en train de la développer lentement. Bon, on pourrait peut-être aller plus vite, mais en tout cas. Puis deuxièmement, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, puis qu'on ne peut pas coder nulle part, mais qui est là tout le temps, c'est le bon sens. Là. Le bon sens, c'est pas mauvais non plus. Et que le bon sens est exprimé par qui? Qui a le pouvoir du bon sens? Ben, c'est les gestionnaires qui sont responsables d'examiner ces demandes-là. Le bon sens est assez bien réparti partout. Sauf que c'est encore un besoin... Mais son contraire mais aussi. Il y a un besoin d'assurance. Les Québécois ont besoin d'assurance. Les gestionnaires, ceux qui sont responsables de prendre ces décisions-là, etc., ont besoin d'assurance. Et cette assurance, normalement, quand elle n'existe pas, il faut que ce soit des institutions qui la donnent, et en particulier l'État. Dans une société comme la nôtre, chacun, les croyants donc, peuvent se faire une conception très personnelle de leurs croyances et de leurs obligations religieuses. Bien au-delà des credos de leur religion, etc. Et le droit respecte ça aussi. Mais en même temps, si on accorde ce droit, ça ne veut pas dire que la société s'engage à accommoder toutes les conceptions que chacun peut se faire de ses croyances. Parce que là, l'expérience démontre que ces conceptions-là peuvent aller très loin, peuvent prendre des formes extrêmes, et la société n'a pas à s'engager à assumer les conséquences de toutes ces choses-là. Il y a une limite, autrement dit. Si une personne peut bien aller très très loin dans la conception de sa croyance, mais elle ne doit pas s'attendre à ce que la société a le devoir d'aviliser et de vivre avec toutes les conséquences de sa croyance. Et parfois, elle doit emporter les responsabilités et en payer le prix. Et ça, c'est un cas, à mon avis, où on est dans une situation extrême. Une personne se croit obligée de porter le niqab ou de se voiler intégralement. Mais il y a un prix à payer pour ça. Il y a des situations où elle doit accepter que ça ne peut pas marcher. Oui, bonsoir. Bonsoir, Madame Galipo. Si je vous ai bien entendu aujourd'hui, vous en avez moins sur les balises, sur les accommodements religieux, que sur le port des signes religieux dans l'appareil public et parapublic. Pourquoi ? C'est exact. Je crois qu'il y a deux volets dans le projet. Il y a un volet sur les accommodements et un volet sur les signes religieux. C'est le deuxième volet qui me crée surtout un problème. Je pense que d'abord qu'il y a un problème juridique de fond. Je pense que ce projet veut restreindre ou supprimer un droit fondamental sans pouvoir s'appuyer sur ce que j'appellerais un motif supérieur. Par exemple, au Québec, dans le cas de la loi 101, on avait un motif supérieur. C'était la survie de la francophonie québécoise. Ça a été reconnu d'ailleurs. La légitimité de ça a été reconnue par la Cour suprême du Canada. Est-ce que la neutralité de l'État, comme dit Bernard Drinville, ne pourrait pas justement être invoquée devant les tribunaux ? D'abord, ce qu'on appelle la neutralité dans ce débat-là, d'après ce que j'ai compris, c'est souvent la séparation de l'Église et des religions dont on parle. Lorsqu'on veut restreindre ou supprimer le port des signes religieux, c'est beaucoup plus pour marquer la séparation de l'État et de la religion et non pas de la neutralité. Alors, moi, je trouve que c'est excessif. Je ne crois pas qu'il y ait... Les motifs qui sont invoqués ne me paraissent pas aptes à passer le test des tribunaux. Ça, c'est ma première critique. La deuxième, c'est le droit de retrait, que je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette logique qui va introduire une espèce de désordre. Ça va fragmenter juridiquement le Québec. On n'aura pas le même régime de droit d'un cégep ou d'une municipalité à l'autre. Ça va livrer à la majorité, parce que ce sera les votes qui vont décider, ça va livrer à la majorité le soin de statuer sur le droit des minorités. Et ça, ce n'est pas souhaitable dans une démocratie. Ça va donner le prétexte à plusieurs municipalités de maintenir les symboles, les rituels, les signes religieux et les pratiques religieuses, et même d'en instaurer d'autres, sinon de les amplifier, au nom du patrimonial. Donc vous, ce que vous dites, c'est que ça pourrait, au fond, diminuer l'effet qu'on cherche à obtenir. Ça pourrait produire les effets contraires à ceux qu'on visait, tout simplement. La neutralité qu'on voulait renforcer se trouverait compromise à cause de ça. Et encore une fois, l'autre argument dont se prévaudraient les municipalités, par exemple, c'est le critère patrimonial, qui doit, à mon avis, compter, c'est important, mais il faut savoir définir par où il commence et où est-ce qu'il se termine. Actuellement, le gouvernement les tire d'une manière abusive, à mon avis, par exemple, ce qui lui permet de justifier la présence du crucifix dans l'Assemblée nationale, qui est l'enceinte de cet État qui est supposé être neutre, laïque et séparé. Mais le gouvernement semble miser sur l'appui d'une partie de la population québécoise là-dessus. Il y a une insécurité, vous l'avez senti quand vous vous êtes promené au Québec. Oui, mais seulement, est-ce que la question qu'il faut se poser, est-ce que cette insécurité est vraiment fondée ou est-ce qu'elle est fondée sur de mauvaises perceptions? Moi, j'ai cru observer durant ce débat
que le gouvernement non seulement s'appuyait sur ces fausses perceptions, mais les endossait et les amplifiait en quelque sorte. Et là, je fais référence à des interventions de M. Drainville, par exemple, qui soutenait que la pratique des accommodements porte atteinte régulièrement à l'égalité homme-femme, ce qui n'est pas vrai et qui n'est nullement fondé sur aucune espèce d'étude, qui disait qu'il y avait eu une accumulation, il l'a répété ce matin dans sa conférence de presse, une accumulation d'accommodements déraisonnables. À mon avis, la liste se limite aux 3 ou 4 ou 5 doigts de la main. D'ailleurs, à chaque fois, ils ont été tellement dénoncés en public que les institutions ont dû faire marche arrière, de sorte qu'on a appuyé, on a nourri les fausses perceptions de la population qui se traduisent en une incertitude sur laquelle on table pour faire avancer un projet comme celui-là. Alors, qu'est-ce que vous pensez que sera l'impact sur la société québécoise? Parce que le débat s'amorce, là. Je pense que si ce projet est maintenu et que le débat s'amorce à partir des termes de ce projet, je pense que ça va donner lieu à un débat stérile, un débat qui va nous faire mal, qui va nous diviser, qui va opposer les Québécois entre eux, qui va opposer les minorités à la majorité, qui va transformer la distance entre la majorité et les minorités en fracture sociale. Ça va entraîner des coûts collectifs très importants et à long terme. Alors, je pense que ce n'est pas la voie de la sagesse. La voie de la sagesse, c'est que le gouvernement renonce à son volet sur les signes religieux. C'est un débat qui ne va mener nulle part et qui va nous coûter très cher psychologiquement. C'est la mauvaise voie à suivre et qu'il se contente sur le volet des accommodements où là, il y a un terrain qui se prête véritablement à un très très large consensus qui pourrait conduire à un projet de loi, à quelque chose de positif qui ferait avancer le Québec. Donc, il faudrait scinder ça en deux, là, c'est ça? Oui, c'est exactement, moi, ce que je pense. Il faudrait scinder ce projet de loi, renoncer à la partie qui concerne le foulard et les signes religieux et se concentrer sur le volet des accommodements, se concentrer d'une façon beaucoup plus utile et donner suite, au fond, aux recommandations qu'on faisait dans notre rapport nous-mêmes en 2007-2008 avec Charles Taylor. Très bien, M. Bouchard, merci beaucoup de nous avoir parlé. Je vous en prie.